Donc on peut essayer de reconstituer un peu plus en détail l'évolution du paysage dans ces carottes. Donc sur la partie inférieure, on est avant 12 000 ans. On est durant ce qu'on appelle le tardiglaciaire. C'est une période relativement froide et il ne se passe pas grand-chose dans le bassin versant. On n'a pas de sol qui se développe, assez peu de végétation. Ensuite, on rentre dans l'Holocène. On a la végétation qui se développe. On a un couvert forestier entre 12 000 et 4 500 ans avec les sols qui se développent tout autour du lac et beaucoup de forêts. Ensuite, à partir de 4 500 ans, on obtient un maximum d'extension de cette forêt. Et ensuite, sur la partie supérieure, cette forêt va être déboisée pour installer des cultures, notamment des cultures céréalières, mais également du pastoralisme sur la partie supérieure. Et ça se produit en différentes étapes successives depuis 4000 ans jusqu'à l'actuel. Et actuellement, donc on a une déprise agraire avec la réinstallation de la forêt et de champs non pâturés ou non cultivés. Si on regarde un peu plus dans le détail à ce lac de la Tuile, ce qui se passe depuis 4000 ans, donc vous reconnaissez ici la courbe présentée un peu différemment avec les arbres en vert foncé, les herbacées en vert clair et puis en bas en jaune les céréales. Ce qu'on a pu rajouter également ici, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle de l'ADN sédimentaire, c'est-à-dire que pour différentes couches, on extrait l'ADN présent dans le sédiment, on l'amplifie, on essaie d'identifier les brins d'ADN à quel type d'espèces ils peuvent être liés. Et ce que l'on a pu mettre en évidence ici, c'est notamment du pastoralisme avec l'ADN de bovin, la petite vache que vous voyez à partir d'à peu près 1800 ans, puis l'ADN d'ovin, et puis plus récemment, notamment une culture en verger avec de la viticulture, des pruniers, etc. Et donc ce que l'on peut voir en dessous, c'est qu'on a reconstitué donc l'érosion, et on voit que cette érosion, attention, on est en échelle logarithmique, donc ça veut dire que si on passe de 0 à 1, on augmente d'un facteur 10. Et ce que l'on voit, c'est qu'entre 4000 ans et le maximum de cette érosion autour de 1000 ans, on passe d'en gros autour de 0,1 à quasiment 1000, donc on a 5 ordres de grandeur de différence, c'est-à-dire que l'augmentation de l'érosion, elle explose dans le lac de la Tuile en lien avec les activités humaines. Et donc on peut voir quelles sont les activités humaines les plus impactantes sur l'érosion. Alors évidemment, cette érosion, c'est l'érosion des sols. Et donc si on a une forte érosion en lien avec le pastoralisme ou les différents types de cultures, ben, on va avoir une perte du terroir lié au sol, en fait. Donc, plus on a d'érosion de sol, moins les activités humaines vont pouvoir perdurer sur le bassin versant. Voilà donc un exemple de reconstitution que l'on peut réaliser. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que l'érosion et l'activité humaine au lac de la Tuile, elle a une longue histoire. Elle a commencé il y a 4500 ans et elle a subi un maximum autour de la période médiévale, il y a à peu près 1000 ans. Et elle repasse par une période plus calme actuellement. Donc l'impact de l'homme, hein, on le voit évidemment actuellement sur le réchauffement climatique, sur différents paramètres comme l'érosion qu'on a pu voir sur le lac de Saint-André, mais il y a d'autres environnements où l'érosion liée à l'homme, elle a eu lieu bien avant, notamment ici, dans la période médiévale. Je monte un peu en altitude, cette fois-ci on va regarder le lac d'Anterne. Le lac d'Anterne, c'est en face du Mont Blanc. Et donc vous avez ce lac ici, qui est un lac qui se situe à 2000 mètres d'altitude. C'est un lac détritique, ça veut dire que, comme vous voyez, il y a un réseau hydrographique qui transporte du matériel sédimentaire dans ce lac. Également, sur le bassin versant, on a également des fouilles archéologiques qui ont été menées. On a trouvé différents enclos en lien avec du pastoralisme. Donc, dans cette partie où l'encadré apparaît ici, c'est là où les fouilles ont été menées, ce que vous avez en bas. Donc voilà, c'est cette zone-là. Et en fait, ce que l'on peut voir, alors vous n'avez peut-être pas réussi à le voir, je ne peux pas vraiment vous le montrer, c'est qu'on avait des enclos, notamment pour du pastoralisme en altitude, voilà, dans cette zone-là. Et ici. Alors, ce qui a été fait au lac d'Anterne, alors voilà à quoi ressemble le sédiment du lac d'Anterne. C'est un sédiment qui est laminé. Attention, il n'est pas varvé, ce ne sont pas des lamines annuelles. Et ces lamines, ici, en fait, elles correspondent à des apports détritiques depuis le bassin versant, à l'érosion. Et on voit que des fois, il y a des lamines plus épaisses qui correspondent à des événements de crue. Donc, ce qui a pu être fait sur cette carotte, ici, je vous présente les 3000 dernières années. Il faut regarder la courbe en bleu ici, c'est la fréquence, le nombre d'événements de crue par 100 ans. Et donc, on voit qu'on a des pics et des creux. Et donc, on a essayé de comparer cette fréquence de crue. Hein. Alors, les crues, évidemment, ça va être notamment lié aux précipitations extrêmes.
Et donc ces précipitations vont aussi avoir un autre impact dans cette région-là, c'est qu'elles vont avoir tendance, si ces précipitations ont lieu pendant les périodes froides, à augmenter la taille des glaciers. Donc ce que vous avez en bas, c'est une courbe d'évolution de glaciers, c'est le grand glacier d'Aletsch en Suisse. Et on voit que pendant la période du petit âge glaciaire, en gros 1300-1900, on a une forte augmentation de l'extension glaciaire. Et il se trouve qu'en parallèle, c'est également une période où on a une forte augmentation de la fréquence des crues enregistrées au lac d'Anterre. Donc ça veut dire que cette période-là, en fait, globalement, on a plus de précipitations, il fait plus froid, les glaciers avancent et on a plus de précipitations extrêmes, plus de crues. Si on regarde la période autour de 600 ans, on voit également qu'on a une réavancée glaciaire qui s'observe aussi avec l'augmentation de la fréquence des crues dans le lac d'Anterre. Si on regarde la période autour de moins 500 ans avant notre ère, un petit peu avant même, on voit également qu'on a une réavancée glaciaire et un pic de crue. Maintenant, si on s'intéresse à la période à la fin de l'âge du fer, période romaine, la période qui est en orange, on voit qu'on n'a pas d'avancée glaciaire, c'est plutôt une période plutôt chaude. Et on voit par contre qu'on a une très forte augmentation de la fréquence de crue. C'est la période où en fait la fréquence de crue est maximum. Donc là, quand on a vu ça, on s'est posé la question, on s'est demandé, une période plus chaude, notamment on risque d'avoir peut-être moins de crues, on semble avoir moins de précipitations, sinon les glaciers ils avanceraient probablement. Quel est le facteur dominant? C'est probablement pas le climat à cette période-là. Et donc ce qu'on a regardé, c'est encore une fois l'ADN sédimentaire, et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait une présence d'ADN de mouton, vous voyez, c'est les barres violettes à cette période-là, et également d'ADN de vache. Et donc, en fait, c'est une période durant laquelle il y a une très forte colonisation des espaces de montagne par de l'agropastoralisme. Et donc, en fait, on a des troupeaux sur le bassin versant qui vont induire un piétinement donc du sol et une plus forte érosion. Donc, la sensibilité du bassin versant à des précipitations qui vont induire de l'érosion est plus importante. Et donc, on augmente la fréquence de crue un peu artificiellement en lien avec l'impact de l'homme sur son bassin versant et le pastoralisme. Il se trouve également que c'est une période où les sites archéologiques ont pu être datés, donc ils sont contemporains de cette période-là, c'est les rectangles rouges que vous avez. Si on regarde un petit peu ce genre de processus, mais à l'échelle un peu plus large, à l'échelle alpine, donc vous avez la courbe sur une période plus longue, 10 000 ans, de la fréquence de crue au lac d'Anterne, c'est la courbe en haut. Et puis si on regarde les lacs de l'avant-pays, le lac de Paladru et le lac de Maurras, alors c'est pas les crues qu'on regarde, mais c'est également l'érosion. Ce que l'on voit, c'est que cette forte augmentation de la période de crue, hein, durant cette fin de l'âge du fer et début de la période romaine, en fait, elle se retrouve par d'autres indicateurs de l'érosion dans des lacs de basse altitude. Hein, vous voyez qu'on a une très forte augmentation de ces courbes euh, autour de l'an 2000, d'il y a 2000 ans, excusez-moi, autour de l'an 0. Et donc, en fait, ça veut dire probablement qu'on a un impact majeur des activités humaines à cette période-là, à l'échelle alpine. Et c'est l'impact majeur à l'échelle de l'Holocène et des 10 000 dernières années. Okay. Donc c'est une crise érosive majeure à la fin de l'âge du fer et à la période romaine. Alors, autre chose à laquelle on va s'intéresser maintenant, c'est les crues historiques et comment est-ce qu'on peut reconstituer la variabilité de ces crues à travers les enregistrements lacustres. J'en ai parlé un petit peu là, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail ici. Et notamment, on va regarder des lacs de très haute altitude. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des événements extrêmes de précipitation? On va avoir une érosion, évidemment, sur le bassin versant et qui va transférer du matériel sédimentaire dans le lac. Et on va avoir un dépôt de crue, comme ça peut être indiqué dans l'encart A en bas. On peut également étudier ces crues à travers leur impact dans les torrents sur les troncs d'arbres. Et en fait, quand on coupe ces troncs d'arbres, ensuite, on peut essayer de voir, on compte les cernes d'arbres, donc on peut savoir quelle année on est, et on peut voir si l'arbre a subi un traumatisme, un impact lié à un bloc notamment qui a été déplacé par le cours d'eau. Et donc ça fait des repousses dans le tronc d'arbre qui est un peu différent. Et donc on peut comme ça identifier des périodes de fortes crues parce qu'ils ont transporté de gros cailloux qui ont impacté le tronc. On peut également étudier les crues dans les archives karstiques, les stalagmites, avec les dépôts. Donc, si des stalagmites qui sont noyés de temps en temps lorsqu'on a des crues, on peut avoir des petits dépôts détritiques dans la stalagmite et observer également cela. Donc, différentes façons de reconstituer les événements de crues dans le passé. Nous, on va s'intéresser ici, évidemment, principalement aux sédiments lacustres.
Donc voilà, des précipitations sur un lac, sur un bassin versant, qui induit une remobilisation, une érosion sur le bassin versant et un dépôt dans le lac. Ensuite, il faut pouvoir identifier ces dépôts de crues dans le remplissage lacustre. Pour ça, on a différents indicateurs qui peuvent être sédimentaires, granulométriques, la densité par exemple, ou géochimiques, ici l'identification du strontium. À partir de cela et de la datation, on peut créer une chronique de fréquence de crue, donc avec la fréquence qui augmente, ici c'est le nombre d'événements par 31 ans, donc avec ces pics de fréquence, et puis il faut essayer de augmenter un indicateur d'intensité d'événements, et selon les sites, ça peut être soit la taille des grains dans le dépôt de crue, soit l'épaisseur de ce dépôt de crue, ici c'est l'épaisseur, et donc vous voyez qu'on peut ici remonter à la fréquence et l'intensité de ces événements dans le passé. Donc on peut utiliser les sédiments lacustres comme archives des précipitations extrêmes. Alors différents indicateurs, ici on est sur plusieurs types de lacs, plusieurs lacs d'altitude, c'est des lacs blancs. Parce que les lacs blancs, ça veut dire que... Alors il n'y a pas que des lacs blancs, pardon. Le lac d'Alos, c'est pas un lac blanc. Un lac blanc, c'est un lac dans lequel il y a un bassin, il y a un petit glacier dans le bassin versant et qui va induire notamment une dynamique saisonnière dans l'apport de matériel fin en lien avec l'érosion. Et en plus de ça, il peut y avoir des précipitations. Et donc, ce que l'on retrouve dans ces trois remplissages lacustres, donc le lac blanc dans Beldon, le lac blanc aux Aiguilles Rouges et le lac d'Alos, c'est qu'on a des dépôts spécifiques dans ce remplissage sédimentaire, ce qu'on appelle des turbidite, c'est-à-dire que c'est des dépôts qui sont grano-décroissants, c'est-à-dire qu'à la base de ces dépôts, on a des sédiments plutôt grossiers, et plus on monte dans ce dépôt, c'est des dépôts noirs, plus on a du matériel fin. Donc on peut les identifier avec des indicateurs granulométriques, diminution de la taille des grains, ou des indicateurs géochimiques. Alors par exemple ici c'est pour le lac, je sais plus, le lac d'Alos, voilà, excusez-moi. Donc en fait, tout simplement, on peut dater donc assez précisément les dernières centaines d'années. Je vous l'ai montré avec le plomb 110 et le césium 137. On peut créer ce qu'on appelle un modèle d'âge, donc une relation profondeur-âge. Et puis dans la carotte sédimentaire, on peut identifier les événements historiques. C'est-à-dire, notamment si on a des précipitations extrêmes, on va avoir ce dépôt sédimentaire dans le lac, mais également, si c'est un événement récent, cet événement extrême, il va probablement impacter les communes qui sont juste au-dessous, et donc dans les archives communales, on peut aller essayer d'identifier les événements extrêmes du passé. Et donc c'est ce qui a été fait pour cette carotte-là. Donc pour les événements les plus récents, vous voyez novembre 94, septembre 94, ça n'a pas besoin d'aller dans les archives historiques, hein. On peut juste regarder les données météo. Par contre, si on remonte à septembre 1920, là évidemment c'est les archives historiques. Et donc on voit qu'on a septembre 1920 une crue et qu'effectivement elle correspond bien à l'incertitude, à la datation de mon modèle d'âge, et puis de façon plus ancienne, des crues en 1986, 1968, etc. Donc on peut comme ça essayer de bien contraindre, de bien identifier les événements historiques. Et identifier les événements historiques, on peut essayer de faire tourner des modèles climatiques pour reconstituer la dynamique de précipitation lors de ces événements. Ici, c'est un exemple pour le lac de Savine, qui est en Haute-Maurienne, à la frontière avec l'Italie, là où il y a la petite étoile rouge. Et donc, on a identifié des événements historiques dans ce remplissage sédimentaire. On a identifié des événements historiques ici, qui sont datés là-haut, 2000, 1993, etc. Et puis, ces événements historiques sont identifiés dans la carotte sédimentaire, datés. On peut donc remonter au fait que ce soit vraiment des événements enregistrés dans l'archive. Et puis, on peut faire tourner des modèles climatiques pour essayer de comprendre la dynamique atmosphérique lors de ces événements. Et ici, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a pu mettre en évidence deux groupes d'événements de précipitations extrêmes. Le groupe 1, ici, si on regarde les configurations météo, vous voyez qu'on a une zone un petit peu dépressionnaire au-dessus de la France. Et en fait, on va avoir des flux qui vont s'engouffrer dans la Méditerranée et qui vont remonter par l'Italie. C'est typiquement ce qu'on appelle des retours d'Est. En fait, c'est l'équivalent des événements cévenols, mais qui vont impacter le nord des Alpes en passant par la Méditerranée et l'Italie. Et donc, si on regarde la partie, sur la partie haute, la partie où on voit les zones en bleu, ici, c'est la quantité d'eau dans l'atmosphère qui va induire donc la précipitation. Et donc, on voit bien ce phénomène. Pour l'autre groupe d'événements extrêmes, il n'y a que deux événements, donc c'est moins important en termes de quantité. Là, on est sur une configuration atmosphérique un petit peu différente et on a des flux qui vont être directement des flux d'ouest
et c'est des événements qui se produisent durant l'été, et où on voit qu'en fait, c'est ce qu'on appelle typiquement des orages d'été. Donc, si vous avez fait de la montagne, vous avez probablement déjà subi ça. Il fait beau, et puis ça se couvre assez rapidement dans l'après-midi, et puis on a un fort orage localisé. Euh, voilà, typiquement, c'est le genre d'événement du bas. Pour essayer de reconstituer ensuite la fréquence de ces événements et puis remonter à des processus météorologiques, hein, à l'origine. Donc c'est ce qu'on a fait ici dans différents types de lacs dans les Alpes, à la fois du sud jusqu'au nord. Et vous avez ici donc en haut cette fréquence de crue dans le lac, excusez-moi, dans le lac du Bourget, puis ensuite dans le lac blanc des Aiguilles Rouges, euh, lac blanc Beldon, et en bas le lac d'Alos. Donc en bleu, c'est qu'on a une augmentation de la fréquence des crues, et puis les petites barres verticales, c'est qu'on a une augmentation de l'intensité de les crues, plus ces barres sont élevées. Donc on peut définir dans le passé, donc cette période-là, là, les 1200 dernières années, trois périodes. La période de l'optimum médiéval, qui est une période plutôt chaude. La période du petit âge glaciaire, PAG, noté PAG, qui est une période plutôt froide. Et le réchauffement climatique actuel. Et ce que l'on peut observer ici, c'est que globalement, la fréquence des crues, elle augmente. Donc la courbe bleue, elle augmente pendant le petit âge glaciaire, période froide. Alors que la fréquence des crues a plutôt tendance à diminuer pendant les périodes chaudes, comme l'optimum climatique médiéval ou la période actuelle. Si on regarde maintenant l'intensité, c'est-à-dire les petites barres verticales, on voit qu'on a un pattern complètement différent entre les Alpes du Nord, les trois courbes du dessus, et les Alpes du Sud. Si on regarde les Alpes du Sud, on voit que ces barres sont plus importantes pendant le petit âge glaciaire, période froide, alors que si on regarde les Alpes du Nord, on voit que ces barres sont plus importantes pendant l'optimum médiéval, et si on regarde la courbe du milieu, et si on regarde la courbe juste en dessous, pendant la période chaude liée au réchauffement climatique actuel. Donc on a un changement un petit peu, on n'a pas exactement les mêmes patterns de précipitation. Ce que l'on peut conclure de ça, c'est que la fréquence des événements extrêmes de précipitation dans les Alpes augmente pendant les périodes froides, mais que l'intensité des événements extrêmes de précipitation, elle augmente pendant les périodes chaudes dans les Alpes du Nord et elle augmente pendant les périodes froides dans les Alpes du Sud. Donc ça, c'est lié aux différents types de régimes précipitants. Notamment, on a vu tout à l'heure avec les retours d'Est, en fait, que les Alpes du Sud et certaines zones des Alpes du Nord vont être impactées par des événements qu'on dit advectifs à l'échelle, on dit également synoptique, c'est-à-dire à grande échelle, notamment ces événements qui passent par la Méditerranée. Et donc, c'est eux qui vont avoir tendance à provoquer une augmentation de la fréquence et de l'intensité pendant la période froide, tandis que dans les Alpes du Nord, ce qui induit une augmentation de la fréquence des événements extrêmes de précipitation durant les périodes chaudes, c'est plutôt des événements convectifs, des petits événements d'été. Et donc évidemment, plus il fait chaud, plus on va en avoir. Donc voilà, donc différents types de systèmes précipitants. Donc c'est pas si simple que cela de pouvoir déduire si avec le réchauffement climatique, on va vers plus d'événements de précipitation extrêmes ou pas. Voilà. À l'échelle des Alpes notamment, c'est pas pareil. Avec le réchauffement climatique, on va aller vers une fréquence qui va diminuer, mais par contre une intensité qui va augmenter dans les Alpes du Nord, alors qu'elle va diminuer dans les Alpes du Sud. Si on continue à regarder ces genres de choses, mais à l'échelle alpine complète, ici vous avez différents enregistrements lacustres dans différents bassins versants, c'est indiqué par ces petites sphères ici. Ça, les petites sphères, c'est pour la taille des sphères, c'est pour la taille du bassin versant du lac, et puis la couleur, c'est pour l'altitude. Et puis ensuite, vous avez la saisonnalité. Bon, je ne rentre pas dans le détail là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de regarder donc, cette figure-là. Je vais vous la détailler. Vous avez trois périodes qui sont séparées, la période industrielle, le dernier millénaire au milieu et l'Holocène à droite. Si je regarde la période industrielle, on passe du 19e siècle au 20e siècle avec une augmentation des températures. Vous le savez, et on va vers les températures plus chaudes. Et qu'est-ce que l'on observe dans les enregistrements lacustres? C'est que globalement, donc les graphes d'en bas, c'est la fréquence au cours du temps, son augmentation ou sa diminution. On voit qu'on va plutôt vers une diminution de la fréquence. On a ces courbes rouges qui dominent par rapport aux courbes bleues. Donc globalement, plus on augmente en température, plus on va vers une diminution de la fréquence de ces événements extrêmes de précipitation dans les Alpes. Si on regarde le dernier millénaire et qu'on compare le petit âge glaciaire, noté ici LIA, c'est Little Ice Age, c'est en anglais, et MCA, c'est la période climatique chaude du médiéval. Quand on passe
quand on compare le petit âge glaciaire période froide à l'optimum climatique médiéval, avec une différente température de 1 degré, on voit là également qu'on a une diminution de la fréquence de ces événements extrêmes au cours du temps, enfin pendant les périodes chaudes. Okay. Maintenant, si on se projette sur une période de temps plus importante, entre ce qu'on appelle la période entre l'Holocène, entre ce qu'on appelle la période du néoglaciaire, c'est une période plutôt un peu froide, alors que l'optimum climatique Holocène, c'est une période plutôt chaude, notée HTM. Là aussi, on a une différence de température d'à peu près 1 degré. Et ce que l'on voit quand on passe d'une période plutôt froide à une période plutôt chaude à l'échelle de l'Holocène, c'est que là aussi, on a une diminution de la fréquence des événements précipités. Donc, très clairement, ce que l'on observe à l'échelle des Alpes, c'est qu'on a plus de précipitations extrêmes pendant la période froide par rapport aux périodes chaudes. Donc, avec le changement climatique actuel, on va aller vers, très probablement, moins de précipitations extrêmes en termes de fréquence. Si on regarde maintenant l'intensité de ces événements, ce nouveau graphique ici, là on a deux schémas complètement différents. Alors, voilà, il y a 5 enregistrements qui le présentent. Vous avez les enregistrements violets ici qui montrent que quand on passe du petit âge glaciaire à une période plutôt chaude comme l'optimum médiéval, on a une diminution de la fréquence des crues les plus extrêmes, donc de l'intensité. Alors que quand on passe, pour les cités en vert, de la période froide à la période chaude, on a une augmentation de la fréquence, de l'intensité, excusez-moi, de ces événements de précipitation extrême. Donc en fait, ce que l'on voit là, c'est qu'on a deux patterns complètement différents. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. C'est les sites d'altitude qui sont sensibles aux petits événements, c'est ceux qui augmentent avec le réchauffement climatique, alors que les sites d'altitude qui sont sensibles aux systèmes précipitants de grande échelle, notamment les événements méditerranéens, on voit que leur fréquence, leur intensité diminue avec une période chaude. C'est les violets. Alors, ensuite, autre chose que l'on peut reconstituer avec les enregistrements lacustres, et ce que l'on a fait dans les Alpes, c'est les séismes. Ici, vous avez une carte qui représente les différents séismes historiques à l'échelle des Alpes, et en bleu, là, c'est les différents lacs que l'on a étudiés. Alors, pour les séismes historiques, c'est les petits points rouges. Hein. Plus le point est gros et rouge, plus le séisme est important, et inversement. Alors, comment on identifie un événement sismique dans un sédiment lacustre? En fait, cet événement sismique va avoir tendance donc, à faire bouger le substrat, et donc on a des glissements de sédiments depuis les pentes jusque dans le fond du lac. Et donc on va avoir différents types de dépôts sédimentaires qui vont tracer cela. Soit on a un dépôt qui va être relativement homogène, c'est là où vous avez écrit homogénite type turbidite, c'est pour un dépôt qui est relativement homogène, une courbe de granulométrie. Ensuite on va avoir plutôt pour la partie inférieure ce qu'on appelle une turbidite, c'est-à-dire qu'on a une granodécroissance dans le dépôt associé à un séisme. Et ensuite, sur la partie de droite, on peut avoir donc une zone complètement perturbée, un slump, c'est un glissement complètement perturbé, puis ensuite une turbidite. Donc on peut identifier avec différents types de faciès sédimentaires. Ensuite, on peut aussi les identifier et faire la part entre ce qui est des crues, de ce qui est des glissements sous-aquatiques liés au séisme, en étudiant la spatialité, la répartition spatiale de ces événements dans les carottes. Ce que vous avez là, c'est deux lacs, encore une fois, c'est deux lacs qu'on a déjà vus. Le lac blanc, BLB, c'est pour le lac blanc Beldon, BAR, c'est pour le lac blanc Aiguille Rouge. Et ce que l'on regarde ici, FIT, c'est pour les crues, MMD, là, c'est pour les glissements en masse. Ce que l'on peut voir, c'est que les crues vont impacter l'ensemble des carottes présentes dans le bassin lacustre, alors que les glissements vont être beaucoup plus localisés et vont impacter que certaines des carottes. Quand on regarde, par exemple, des paramètres de granulométrie, c'est les courbes d'en bas, c'est les grains les plus grossiers dans le dépôt, quand on compare à l'épaisseur des dépôts, on peut voir qu'on a également deux patterns différents entre les crues en bleu et les glissements en masse liés au séisme en rouge. Donc comme cela, on peut faire la part entre les dépôts qui sont liés aux sous-crues de ceux qui sont liés au séisme. Ici, dans les Alpes du Nord, donc quand on compare trois enregistrements lacustres, lac d'Anterne, le lac blanc des Aiguilles Rouges et le lac Brévent, ce que l'on peut voir déjà, c'est que dans le lac Brévent, il n'y a aucun dépôt lié à un séisme. Dans le lac d'Anterne, il y en a quelques-uns. Et dans le lac Bar, il y en a d'autres, mais un peu moins en quantité. On peut essayer de corréler ces dépôts entre les lacs et de les corréler aussi avec des événements historiques. C'est la partie droite que vous avez là, et ça marche relativement bien. Un autre exemple ici, je retourne sur le lac de Savines, où on a pu reconstituer donc une fréquence de crue et des intensités
au cours des 5500 dernières années, c'est les deux courbes du bas, mais on a également pu identifier sur la courbe du haut, les petites barres verticales que vous avez, des événements sismiques. Donc c'est des zones grisées là, et les petites barres correspondent à chacun à un événement. Et donc ce que l'on peut voir, c'est qu'au cours de cette partie-là des 5000 dernières années, ce sont principalement des séismes qui ont lieu au côté italien, mais qui sont enregistrés dans le lac de Savine. On a des espèces de clusters de séismes au cours du temps. Par exemple, on en a un autour de 4000 ans avec 3 événements, un autour de 2005, enfin entre 3000 et 2000 avec 7 événements, puis un autour de 1200 avec 4 événements, et un plus récent. Donc on peut comme ça essayer d'identifier la fréquence et la récurrence de ces événements de séisme au cours du temps. Dernière chose que je voulais aborder avec vous, hein, ce cours est un petit peu plus court que le précédent, c'est pour les lacs de très haute altitude. C'est ce qu'on appelle typiquement les lacs noirs. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les lacs noirs. Les lacs noirs, c'est des petits lacs de haut bassin versant avec des tout petits bassins versants. C'est des lacs qu'on dit noirs aussi parce que l'eau est généralement assez claire et qui sont également très riches en matière organique. Les lacs d'altitude présentent généralement des taux d'accumulation assez faibles et parce que c'est principalement de la matière organique qui sédimente. Le bassin versant étant très réduit, il y a très peu d'érosion. Et en fait, dans ce type de lac d'altitude, ce que l'on va beaucoup enregistrer, c'est les apports atmosphériques. Hein, puisqu'en gros, la proportion de ce qui arrive de l'atmosphère par rapport à ce qui arrive du ruissellement du bassin versant est importante. Et donc, dans ces petits lacs-là, on a par exemple pour constituer l'apport de poussière saharienne au cours du temps. Et là, ce que je vais vous présenter, dans les lacs Robert, qui sont sur le massif de Beldon, sur la station de Champs-Rousse, c'est les reconstitutions de pollution atmosphérique liées aux activités humaines. Alors, ce lac des Robert, il est indiqué dans l'encadre C ici, avec son bassin versant, vous voyez, qui est très réduit par rapport à la taille des lacs. Et si on regarde à l'échelle un peu plus large, c'est l'encadré petit b, vous avez les petits triangles, les petits ronds, etc., de différentes couleurs qui vous représentent en fait des mines qui ont été exploitées dans le passé, notamment sur le massif des Grandes Rousses. Alors ça peut être des mines de plomb, des mines donc plomb, zinc, argent, etc. Bon, il y a différents types de mines, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là. Donc c'est des mines qui ont été exploitées depuis la période du bronze. Alors quand on a réalisé une carotte sédimentaire dans ce lac, on a à peu près 1 mètre de carotte sédimentaire qui couvre tout l'Holocène. Vous voyez, un taux d'accumulation assez faible si je compare au lac de la Tuile qui avait 6 mètres de sédiments. Et donc on a mesuré différents éléments chimiques dans ce lac. Et donc, ils sont reportés en fonction de l'âge, ce que vous avez sur la figure de droite. Donc, depuis l'actuel, 2000, on remonte à l'an 0, et puis jusqu'à il y a moins 12 000 ans. Et donc, ce que l'on peut voir, en fonction des différentes périodes, paléolithique, chalcolithique, âge du bronze, âge du fer, empire romain, médiéval et la période moderne, c'est qu'on a différentes pollutions qui vont se succéder. Alors, si on a le cuivre, déjà, alors on a l'impression qu'il y a un pic durant le chalcolithique. Alors, en fait, c'est un peu artificiel. C'est juste au fait que le cuivre, va s'intégrer à la matière organique. Et en fait, c'est juste le fait qu'on a plus de matière organique à cette période-là. Donc, il y a des processus biogéochimiques dans le lac qu'il faut prendre en compte pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc, en fait, il n'y a pas réellement d'augmentation du cuivre. En tout cas, pas vraiment palpable dans ce lac. Si on regarde maintenant l'antimoine, SB, là, on voit qu'on a une augmentation de la pollution à l'âge du bronze. Et si on regarde maintenant le mercure, Hg, on voit également qu'on a une forte augmentation à cette période-là. Si on regarde le plomb, il ne se passe pas grand-chose à cette période-là. En tout cas, d'un point de vue de la courbe en vert ici, c'est un peu plus tardif. En revanche, si je regarde la courbe en pointillé ici, qui correspond aux isotopes du plomb, un peu compliqué, le plomb, en fait, il a différents isotopes. Ici, on regarde le plomb 206 sur le plomb 207. Et en fonction de ces isotopes, on va pouvoir essayer de tracer l'origine des pollutions. C'est-à-dire que des minerais présents, je dis n'importe quoi, en Espagne et dans les Alpes, comme ils n'ont pas le même âge, ils ne vont pas avoir le même rapport isotopique plomb 206 sur 207. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, c'est des choses que vous verrez l'année prochaine. Mais globalement, sachez que l'on peut tracer ces minéralisations au cours du temps. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on a donc une pollution assez importante en mercure et en antimoine à l'âge du bronze. Ensuite, à la période de l'âge du fer et à la fin de la période de l'Empire romain, on a une pollution en plomb et un petit peu en mercure. Ensuite, on observe une autre pollution pendant la période médiévale avec un pic de mercure et également un pic de plomb.
puis une pollution très importante à l'actuel, avec tout qui augmente, le mercure, le plomb, l'antimoine, le cuivre, etc. Donc, avec les isotopes, donc, ce que vous voyez là, c'est que les pollutions liées à l'activité humaine, notamment métallurgique dans le passé, ça existe depuis déjà bien longtemps, depuis l'âge du bronze. La pollution atmosphérique, ce n'est pas quelque chose de récent. À l'échelle de l'arc alpin un peu plus globale, vous avez ici, dans cette figure, en haut, c'est la reconstitution du lac Robert, avec le mercure en violet, ça ne se voit pas très bien, et en bleu, le plomb, avec les différents pics. Et puis on le compare à d'autres enregistrements, soit lacustres dans le nord des Alpes, les Alpes centrales, les Alpes de l'Europe de l'Ouest, et puis également le Groenland, par exemple, tout en bas. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'on a, notamment pour le pic de plomb et de mercure de l'âge du fer, Iron Age, là, on voit qu'on a, il se passe des choses de façon synchrone à l'échelle de toutes les Alpes, de toute l'Europe et également du Groenland. Donc cette pollution, c'est une pollution majeure à la fin de l'âge du fer, qui est en fait liée notamment à la métallurgie de cette période-là. Et donc on a une pollution à l'échelle planétaire liée aux activités humaines à cette période-là. Si je regarde maintenant la période médiévale, ça peut être également le cas sur certains enregistrements. Si je regarde maintenant l'âge du bronze et le pic très fort que l'on enregistre en mercure, vous voyez par contre qu'il n'est présent que dans le lac Robert, on ne le voit pas ailleurs. Et donc, en étudiant les isotopes du plomb, c'est le diagramme que je vous fais apparaître ici, les isotopes 206, 208 et 207, et en faisant un petit diagramme ici, on peut essayer de reconstituer, enfin de déterminer l'origine de ces pics de pollution. Alors c'est un diagramme qui est un petit peu compliqué, il y a beaucoup d'informations. Alors, les données du lac Robert, elles sont indiquées avec des triangles, et elles sont indiquées en fonction des périodes. Par exemple, la période industrielle, c'est les triangles noirs. La période de l'âge du fer, la Iron Age, c'est les triangles gris. Ensuite, les ronds et les losanges, c'est des données de la littérature qui proviennent en fait des minerais en eux-mêmes. Donc vous avez par exemple les petits losanges à contour bleu et blanc à l'intérieur, c'est des mines en Sardaigne. Les losanges bleus, c'est des mines en Espagne. D'accord, etc., etc. Et les ronds, en fait, ce sont des mines locales, notamment les ronds violets, qui sont les gisements qui étaient exploités dans les Grandes Rousses, juste à proximité. Et donc, ce que l'on peut voir quand on compare toutes ces données ensemble, c'est que si je regarde notamment la période du bronze, l'âge du bronze, donc l'âge du bronze, c'était les triangles rouges, on voit qu'ils tombent à côté des ronds violets qui correspondent aux mines locales. Donc en fait, ce pic de pollution en mercure que l'on observe pendant l'âge du bronze, il est clairement lié à l'exploitation des mines locales dans les Alpes. Si je regarde maintenant les triangles liés à la pollution de la période du fer et de la fin de l'Empire romain, on va être clairement, vous voyez la localisation, on est clairement autour des losanges bleus à contour bleu, donc c'est-à-dire des mines de Sardaigne. Donc voilà, la pollution dominante à cette période-là, c'était les mines de Sardaigne. Donc probablement, il y a une forte utilisation de ces mines, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs dans les enregistrements en Europe. Si je regarde maintenant ce qui se passe par exemple pendant la période médiévale, donc ouais, ça ne se voit pas très bien, la couleur n'est pas très belle, c'est les triangles marrons, on voit que l'on retourne vers une signature qui est plutôt locale, proche des mines que l'on observe dans le massif des Grandes Rousses. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur la période récente, les triangles noirs, on voit que c'est des choses qui sont complètement en haut à gauche du graphique. Et en fait, on va tendre vers, cette fois-ci, vous voyez, il y a écrit Leaded Gasoline, c'est-à-dire c'est les essences plombées. Donc l'essence utilisée dans les moteurs. On rajoutait du plomb parce qu'en fait, ça avait des propriétés antidétonantes. Et donc, en fait, chaque fois qu'on consommait de l'essence, on y mettait du plomb dans l'atmosphère. Donc, c'est une signature qui n'est même pas présente sur le diagramme, mais on voit que ces points vont vers cette signature. Et donc, c'est sur la période industrielle où là, effectivement, on a une pollution qui est liée notamment à une pollution globale liée au trafic véhiculaire. Voilà. Une dernière petite chose, sur l'aspect, sur la signature isotopique dans le paléolithique, le néolithique et le calolithique, on a des zones qui correspondent très bien
à la zone en vert, qui est la signature locale des roches du bassin versant. Donc pas de pollution à cette époque-là. Voilà, ben, j'en ai fini pour cette présentation. Je suis peut-être allé un peu vite, d'habitude je prends plus de temps. Voilà, donc de toute façon, je vais vous envoyer un email pour vous indiquer la séance d'échange que l'on aura ensemble, où vous pourrez me poser des questions sur ce cours-là et sur le cours sur le changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.